déroule en 3 phases. Il y a d'abord une phase de prolifération et de différenciation des précurseurs neuronaux, puis une phase de migration neuronale vers la surface du cortex, ensuite une maturation corticale. Cette maturation corticale va entraîner une organisation laminaire, va mettre en place des connexions synaptiques et va mettre en place des sillons et des circonvolutions. Et c'est cette phase qu'on appelle la gyration. Alors, la prolifération et la migration neuronale, ces phénomènes se produisent de la 7e à la 20e semaine. La prolifération des cellules à zone germinative périventriculaire par division, c'est-à-dire que les neurones vont être fabriqués au niveau de la zone germinative et vont aussi ensuite, évidemment, se proliférer par division et ensuite vont migrer. Cette migration de ces neurones vers la surface va se faire par couches successives et couches qui vont passer les unes à travers les autres, c'est-à-dire que les couches les plus profondes correspondent aux premières vagues de migration. La migration est à la fois radiaire, c'est-à-dire le long de la glie, et elle peut être aussi tangentielle. Et donc, le résultat de ces phénomènes est la création d'un cortex à 6 couches. Alors, la prolifération et migration neuronale peut être très bien résumée sur ce schéma emprunté à Ferrecce-Razavi. Et vous voyez qu'en fait, cette zone germinative est au pourtour du ventricule ici, et qu'en fait, la migration va se faire de la zone germinative vers le cortex cérébral, et les neurones vont migrer autour de cette glie radiaire qui va servir grosso modo de tuteur. La gyration qu'on peut aussi écrire gyration avec un Y, donc débute vers 20 semaines et après la migration et se poursuit jusque vers le terme. Elle aboutit donc évidemment à la multiplication des neurones et à la formation des sillons et des circonvolutions. Cette gyration peut être étudiée en échographie et c'est le but de cet exposé dans ses principales phases et bien sûr, elle sera aussi étudiée en IRM. Alors, pourquoi le dépistage initial d'un trouble de la gyration est échographique? D'abord parce qu'on a fait une étude précoce de cette gyration, en particulier dès l'échographie morphologique de 22 semaines. La résolution des images échographiques est une résolution fine. On peut utiliser la voie vaginale si le fœtus a une présentation céphalique et a fortiori, on peut réaliser ces examens par voie vaginale avec des sondes à haute fréquence. Alors, les repères échographiques de la gyration, en fait, j'en ai retenu 8. Un essentiel qui est la vallée sylvienne et 7 autres repères simples que je vais exposer au cours de cette conférence. La vallée sylvienne représente un repère essentiel. Sa forme, en fait, va se modifier au cours de la grossesse et au fur et à mesure de la mise en place de la gyration. Et pourquoi cette forme va se modifier? Parce qu'il va y avoir un phénomène d'operculation, c'est-à-dire que le lobe de l'insula va être recouvert en avant par le lobe frontal et en arrière par le lobe temporal, arrivant à une forme presque fermée de la vallée sylvienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait une coupe axiale en échographie, on va voir très bien la vallée sylvienne distale, mais par contre, on sera, entre guillemets, aveugle par rapport à l'hémisphère proximal en raison de l'atténuation des ultrasons par les tables osseuses. Et donc, il me paraît absolument indispensable d'envisager de réaliser une coupe coronale, qui est le seul moyen qui permettra de vérifier que cette gyration s'installe de façon symétrique. Alors, cette vallée sylvienne va donc s'operculer, et donc je vous ai mis ici plusieurs images à 20, 22, 26, 28 et 32 semaines, et vous voyez qu'au fur et à mesure de cette avancée dans la grossesse, eh bien, la vallée sylvienne va être de moins en moins ouverte pour aboutir à 32 semaines à une vallée fermée en forme de T. On peut étudier cette operculation grâce à un score. C'est un papier qui avait été publié par mon ami Edwin Quarello et qui permet effectivement, en fonction
de la forme de la vallée sylvienne, de se confirmer que l'aspect de la vallée sylvienne est en rapport avec le terme où l'examen est réalisé. Le problème de ce score, c'est qu'il n'étudie que la vallée distale. Alors, il faut savoir qu'effectivement, on peut faire ce score, c'est relativement simple, mais quand même, ça prend pas mal de temps. Je pense qu'il est bon de retenir 3 repères essentiels. À 22 semaines, la vallée sylvienne a une forme de U. À 27 semaines, elle a une forme de pi, comme la lettre pi. Et à 32 semaines, elle a une forme de T. Il existe, en dehors de cette vallée sylvienne, qui est vraiment un repère essentiel, très facile à regarder, qu'il faut absolument regarder dès 22 semaines, 7 autres repères simples. L'avantage de ces autres repères, c'est que la plupart sont étudiables dans un plan coronal, un seul étant étudiable dans un plan axial. Alors, dans ce plan axial, c'est un sillon que vous connaissez particulièrement, puisqu'il correspond au sillon occipital interne ou pariéto-occipital interne, et que c'est un repère essentiel pour placer la mesure du diamètre atrial de ce ventricule postérieur. Les sillons photos supérieurs apparaissent et sont présents à 28 semaines et ils se présentent sous forme d'une indentation qu'on voit très bien donc sur la coupe coronale et avec des images ici qui sont ici à 28 et à 32 semaines. Évidemment, comme tous les sillons, plus on va avancer dans la grossesse, plus ces sillons vont se creuser. Les sillons olfactifs sont visibles dans la partie antérieure du cerveau, à la base des lobes frontaux, et se présentent sous forme de 2 petites indentations. Ils sont toujours présents à 28 semaines, et plus on va avancer, plus évidemment ces sillons olfactifs vont être importants. Parfois, quand on est sur une coupe qui est relativement postérieure, on peut voir même en dessous de ces sillons olfactifs les bulbes olfactifs qui correspondent à ces languettes qui sont à la face inférieure des lobes frontaux cérébraux. Les sillons singulaires sont visibles donc sur la ligne médiane, de part et d'autre de cette ligne médiane, et là aussi, ils sont toujours présents à partir de 26 semaines, et ils vont se creuser de plus en plus au fur et à mesure du développement de la grossesse. Les sillons temporaux sont rarement étudiés, mais assez faciles à étudier si on veut bien faire une coupe coronale. Et donc, les sillons temporaux supérieurs sont présents à 28 semaines. On voit ici ce repère avec cette flèche rosée. Les sillons temporaux inférieurs sont visibles plus tardivement, et c'est ici la flèche turquoise. Et bien sûr, ces sillons, exceptionnellement, peuvent aussi être vus en coupe axiale. Les sillons collatéraux sont situés à la base des hémisphères temporaux et sont repérés ici par ces 2 flèches vertes à 28 semaines et à 32 semaines, et ils apparaissent vers 26 semaines. Les fissures calcarines sont des repères postérieurs, et donc là, on est sur des coupes coronales postérieures, et on voit que dès 24 semaines, ces fissures calcarines sont très visibles, et évidemment qu'elles vont énormément se développer ici à 28, puis à 32 semaines, et vous voyez que c'est des repères qu'on voit déjà à 24 semaines. Alors, comment faire ce repérage? Eh bien, il est tout à fait possible de faire un balayage dans un plan coronal de l'avant vers l'arrière et réciproquement. Et donc, vous pouvez voir sur cette vidéo qui a été réalisée à 29 semaines que l'ensemble des repères que je vous ai indiqués, à part bien sûr un des repères temporaux, sont parfaitement présents sur cette image. Il y a une deuxième façon de procéder qui est assez élégante, qui consiste
à prendre un volume de l'extrémité céphalique, volume dont l'acquisition est faite sur un plan sagittal, et ensuite on fait des plans de coupe, et on voit très bien ici ces différents repères. Ici, on a les sillons olfactifs, les vallées sylviennes bien sûr, les sillons collatéraux, les sillons frontaux supérieurs, les vallées sylviennes ici pas mal operculées. Alors évidemment, plus on va être dans une région postérieure, plus la vallée sylvaine va apparaître comme fermée. Et puis ici, les sillons singulaires et les fissures calcarines qu'on voit très bien déjà à ce terme de 29 semaines. Voici un tableau récapitulatif de l'ensemble des sillons qu'on peut voir en échographie, et vous voyez que au fur et à mesure du terme, eh bien, le nombre de sillons va s'accroître, et donc vous pourrez ainsi voir si la giration est conforme à ce que vous êtes en droit d'attendre. Alors, il est bon d'avoir une petite idée des anomalies de la migration et d'un petit lexique. Donc, il peut y avoir des hétérotopies en bande. C'est en fait des neurones qui, au lieu de migrer vers le cortex, restent dans le parenchyme cérébral. Et donc, ceci est pratiquement pas visible en échographie, mais très bien visible en IRM. On a des hétérotopies leptoméningées, c'est-à-dire des paquets de neurones qui sont au niveau plutôt du cortex cérébral, des hétérotopies nodulaires qu'on peut voir au bord des ventricules latéraux, des polymicrogyries, c'est un aspect où les cortex cérébral paraît comme extrêmement frisoté, et puis à l'inverse de cet aspect très frisoté, eh bien on a l'agyrie ou pachygyrie où on n'a quasiment pas de sillons visibles. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de troubles de la giration. Bien sûr, ce n'est absolument pas exhaustif, mais c'est simplement pour vous montrer qu'en échographie, on peut évidemment apprécier ces troubles de la giration. Alors d'abord les hétérotopies nodulaires, on voit très bien ces petits paquets de neurones ici au bord des ventricules, et quand on a pris l'habitude de les chercher, eh bien on les repère assez facilement. Ils se présentent sous forme de petits nodules légèrement plus échogènes que l'environnement de ces anomalies. Ici, une lysencéphalie type 1, c'est-à-dire un syndrome de Miller-Dicker. Alors, quand on regarde ces images, on voit qu'il y a souvent des anomalies du corps calleux. On voit ici que le cortex cérébral donne plutôt l'impression en coupe coronale d'une forme de 8. On a ici l'aspect qui est un aspect phétopathologique avec l'aspect de la pathologie et un témoin à côté. Et puis, on aboutit donc à un cortex à 4 couches. Il y a la plupart du temps donc ce corps calleux digénésique, et il faut penser effectivement à garder les espaces péricérébraux qui sont, comme on le voit ici, assez larges. Lysencéphalie de type 2, alors c'est l'exemple typique en est le syndrome de Walker-Warburg. Ce syndrome de Walker-Warburg est marqué par une hydrocéphalie qui est assez rapidement évolutive, et ici on est à 24 semaines, et il y a deux choses qu'il faut absolument rechercher, c'est l'aspect du tronc cérébral qui affecte une forme de Z, et puis des anomalies oculaires, et on voit ici une microphthalmie avec ici une dysplasie rétinienne et une persistance du bitré primitif. Polymicrogyrie, donc polymicrogyrie, on voit ici sur cette image de gauche, on voit très bien cet aspect frisoté, comme je vous l'avais indiqué dans mon petit lexique du cortex cérébral. Ici, évidemment, on voit que les espaces péricérébraux sont extrêmement larges. En fait, quand on est devant une phétopathie assez élevée, on a plutôt une microencéphalie, c'est-à-dire certes, la boîte crânienne est petite, mais c'est petit car le cerveau en dessous est très petit et très atrophié. Et quand, dans ce dossier, c'est assez caractéristique, quand on reprend les images ici à 23 semaines, et bien on s'aperçoit qu'on a une vallée sylvienne qui est quasiment pas visible parce qu'elle est absolument pas operculée. Alors, on peut voir aussi des hémimégaencéphalies, et donc voilà ici une image en TUI où on a tous les plans de coupe, et on voit très bien que l'hémisphère ici visible sur la droite est nettement plus large
et volumineux que l'hémisphère situé sur la gauche, et surtout que son cortex est extrêmement irrégulier et correspond à une polymicrogyrie. Et quand on fait un balayage comme je vous le montre sur l'image de droite, eh bien, on voit très bien cette polymicrogyrie et ce trouble de la gyration sur cet hémisphère anormal. Alors, en conclusion, la mise en évidence d'un trouble de la gyration, pour moi, doit être précoce et donc doit être échographique. Et donc, c'est l'échographiste qui doit vraiment alerter l'ensemble des confrères et en particulier au CPDP. L'étude du cerveau est indispensable dans les 3 plans et en particulier le plan coronal qui est trop souvent oublié et trop souvent négligé. Et je pense qu'effectivement, l'utilisation de la voie vaginale associée à des sons de haute fréquence, évidemment quand le fœtus est en présentation céphalique, est d'un apport absolument primordial. Je vous remercie de votre attention et j'espère